Vous demandez sûrement pourquoi est-ce que j'ai pris autant de temps avant de faire cette vidéo réaction et vous demandez également peut-être pourquoi j'ai de nouveau rasé mon crâne. Et la réponse à ces deux questions vous sera donnée dans ma prochaine vidéo, mais en tout cas pour l'instant tout ce que je peux vous dire c'est que il y a eu toute cette période, voilà, ça fait peut-être un mois que j'ai pas posté sur YouTube. Ça fait, c'est dû à une période de remise en question que j'ai eue récemment par rapport à ma chaîne et par rapport à la direction que j'avais envie de prendre avec ce projet. Et donc, en tout cas, pour l'instant, tout ce que je peux vous dire, c'est que les vidéos sur la chute de cheveux, il y en aura toujours, mais disons que le style va un petit peu changer, le point de vue, disons le point d'accroche va un petit peu changer, et surtout, il y en aura moins. Il y aura d'autres sujets que je vais traiter, qui sont selon moi beaucoup plus profonds et beaucoup plus intéressants, et qui sont beaucoup plus... Ah mais en fait, qu'est-ce que tu racontes? On s'en bat les couilles. Bon, bref, on va passer directement à la vidéo réaction. Donc, vidéo réaction que vous attendiez depuis très longtemps, je le sais, et j'en suis navré, même si je veux pas être le genre de d'influenceur qui se donne trop d'importance. Enfin bref. Donc, vidéo réaction euh, d'un média Radio-Canada, donc qui est un média canadien, type nous ici, enfin en France. On a quoi? On a M6, des chaînes comme ça. Là, eux, ils ont Radio-Canada, voilà. Donc déjà, premièrement, c'est un média qui est extrêmement populaire là-bas. Donc ça, déjà, ça implique forcément un aspect politique dans le contenu qui nous sera présenté, même si vous verrez qu'il y a certains points sur lesquels on ne peut que être d'accord. Et dans cette vidéo, j'expliquerai lesquels. Et d'autres points qui, selon moi, méritent d'être clarifiés et méritent d'être un petit peu débattus. Euh, Parce que j'ai l'impression, en tout cas dans ce documentaire, vous allez voir, le point de vue est vraiment... c'est très centré sur les personnes qui ont eu des effets secondaires persistants. C'est juste ça, en fait. Le but de ce documentaire, c'est de montrer que le post-finastéride syndrome existe et que les médecins devraient être plus attentifs aux personnes qui signalent ces effets secondaires. Et vous verrez pourquoi est-ce que je suis d'accord, pourquoi est-ce que je suis pas d'accord, et bien sûr, qu'est-ce que cela implique quant aux personnes qui utilisent actuellement du finastéride ou qui souhaiteraient un jour utiliser du finastéride. Donc sans plus attendre, on va directement commencer la vidéo. Merci d'ailleurs aux personnes qui ont cliqué sur cette vidéo parce que vu la longueur, vous êtes courageux les gars. On a tous quelque chose qu'on n'aime pas particulièrement de notre apparence physique ou même qu'on déteste carrément. On a grandi dans un monde où l'idéal de beauté féminin, c'est d'être jeune et mince, tandis que pour vous, messieurs, c'est d'avoir beaucoup de cheveux et même vieux. Alors j'en profite pour mettre rapidement pause. J'ai mis ça en 1,25, mais je pense que je vais carrément mettre ça en 1,5 pour que ce soit plus rapide. Je mets juste pause pour préciser que dans cette vidéo, donc comme vous l'avez vu sur l'affiche, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il sera question de suicide et de dépression, etc. Donc, âme sensible, s'abstenir, bien sûr. Voilà. J'ai vu mon fils se cogner la tête contre les murs, tellement il voulait que ses migraines cessent. La pilule magique contre la calvitie s'appelle finastéride ou Propecia de son nom commercial, mais c'est un traitement qui peut causer de sérieux effets indésirables chez certains hommes. Donc on parlait de la libido, énergie sexuelle, donc ça, elle s'en va. Alors messieurs, avant de vous abreuver à la fontaine de jouvence, Brigitte Noël et Judith Plamondon vont vous parler du possible prix à payer. Bienvenue en tête. Plus de 16 milliards de francs suisses d'avoirs du deuxième pilier sont égarés dans les caisses suisses. Voilà, ça c'est YouTube, YouTube standard. La beauté a ses icônes et ses codes. Les figures masculines qui correspondent aux standards de beauté ont souvent une tignasse abondante. Les cheveux clairsemés sont moins convoités. Si vous deveniez chauve du jour au lendemain, est-ce que ça vous ennuierait? Ah, ça m'ennuierait sûrement. Un homme qui pèse ses cheveux a l'air beaucoup plus vieux. Dans les années 60, comme aujourd'hui. Il y a une autre chose qui te gosse un T'es déjà en train de perdre tes cheveux, mon gars. Le mec là. Ah là, c'est. T'es cooked, mon gars, t'es cooked. Finastéride.
dans les années 60 comme aujourd'hui. Il y a une autre chose qui te gosse en vieillissant, c'est ta perte de cheveux. Ah oui. Jusqu'à quel point c'est devenu une obsession. Grave, grave. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas vu venir. Tout est horrible de vieillir. Ouais. Tout est horrible. Mais ce que le grand public ignore parfois, c'est que de nombreux hommes bien coiffés ont recours à des solutions médicamenteuses pour éviter la calvitie. Ça, c'est bien vrai. Ça, c'est bien vrai. Comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo réaction sur le shampoing magique, qui était bien sûr du bullshit, la plupart des acteurs, la plupart des personnalités, on va dire publiques, qui ont des cheveux, la raison pour laquelle ils ont tous quasiment des cheveux, à part peut-être Jason Statham et les quelques-uns qu'on cite à chaque fois quand on veut parler d'acceptation de calvitie, ils sont tous sous finastéride et c'est la raison pour laquelle ils arrivent à préserver leurs cheveux aussi longtemps. Et la raison pour laquelle les statistiques de perte de cheveux chez les acteurs et chez les chanteurs sont beaucoup plus basses que les statistiques de perte de cheveux chez les hommes, on va dire lambda comme vous et moi. Parce que, en général, statistiquement, apparemment, avant 35 ans, 2/3 des hommes auront expérimenté une chute de cheveux. Que ce soit, en général, ça va être de la calvitie, ça peut être aussi une chute de cheveux liée au stress, mais en tout cas, avant 35 ans, il y a de fortes chances que, il y a 2 chances sur 3 que tu commences à perdre tes cheveux, alors que quand tu regardes chez les acteurs, ils ont tous 50 ans, 60 ans, et puis, même ceux qui ont 50, 60 ans, ils ont encore des cheveux, donc ça n'a aucun sens. Et maintenant, on sait pourquoi. You got good hair. I'm gonna compliment your hair. When I was like 25, I went and met the doctor, hair guy doctor. He put me on this medication. It's like a finasteride. Même le médecin de Donald Trump a admis que le président prenait un médicament pour conserver sa mythique chevelure. Le produit en question, du finastéride. Breveté par la pharmaceutique Merck il y a 3 décennies sous le nom de Propecia, il est maintenant disponible en générique et ne cesse de gagner en popularité. Mais bien qu'il fonctionne pour quantité d'hommes, notre enquête montre que les patients canadiens n'ont pas toutes les bonnes informations en main pour faire l'évaluation risque-bénéfice de ce remède contre la calvitie. So it was like sexual dysfunction, absolutely. Total lack of sex drive, lack of motivation, severe depression. Neurologiquement, ça va pas du tout. J'ai comme un voile sur la tête, je peux pas réfléchir. Parce que pour une minorité d'hommes, les effets indésirables sont parfois dévastateurs. Et il y a des gens qui déploient beaucoup d'efforts depuis bientôt 30 ans pour minimiser ces risques. I had a piece of me taken away by a drug company when they knew that could happen, when they didn't inform me. Je tiens quand même à dire que cet homme, bien qu'il soit chauve, est très beau. Donc, cool pour lui, franchement, c'est un bel homme. Donc, la preuve qu'on peut être beau en étant chauve. Alors, est-ce que j'incarne cette preuve? Je sais pas, dites-le moi en commentaire. J'aime à croire que oui. Après, voilà, la beauté est subjective. Mais bref, continuons. And that'll never get back. La calvitie est largement répandue. Avant 35 ans, plus de 60% des hommes constatent un éclaircissement ou une chute de leurs cheveux. Après 50 ans, ce chiffre grimpe à 85%. Bon, si ça vous embête pas, je vais avancer un petit peu. Une enzyme appelée 5-alpha-réductase qui réagit avec la testostérone pour produire de la dihydrotestostérone ou DHT. Trop de DHT rétrécit les follicules pileux et fait tomber les cheveux. Le finastéride, c'est une molécule qui sert à bloquer la conversion de testostérone en dihydrotestostérone. Ce médicament-là a 2 grandes indications en médecine contemporaine. Premièrement, pour le traitement de l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui est dans le fond la prostate qui grossit avec l'âge et qui va mener à un blocage de la vidange de notre vessie. Mais avec les années, on y a aussi trouvé d'autres indications. À plus faible dose, on s'en sert également pour traiter l'alopécie androgénique, qui est dans le fond la perte de cheveux, la calvitie qu'on appelle dans le langage courant. La calvitie, c'est un problème qui est une préoccupation esthétique. Ça peut avoir des répercussions que je veux surtout pas négliger, mais à la base, est-ce que c'est dangereux de perdre ses cheveux? Non. C'est pourtant en faisant de la calvitie une pathologie que la compagnie Merck a commercialisé son produit en 1997. C'est là que les problèmes commencent. Donc en fait, c'est ça le gros problème de ce documentaire. C'est qu'à un moment donné, il commence à prétendre que, donc comme vous venez de l'entendre, que Merck a fait de la calvitie un problème pour pouvoir vendre au peuple une solution. Et en fait, je comprends pas d'où ils sortent cette information-là, parce que, de un, quand on regarde dans l'histoire, on sait que chez les Vikings ou même chez les Allemands, le fait d'avoir une longue chevelure dense et longue et détachée, c'était un signe de royauté et de haute société. Après, spoiler alert, chez les rois dans le Moyen-Âge, etc., qui avaient des longs cheveux comme ça, c'était des perruques. Mais la preuve que le fait d'avoir beaucoup de cheveux et des longs cheveux, c'était une preuve d'appartenance à une haute société. La raison étant que quand tu as des longs cheveux soignés, ça veut dire qu'en général, tu as le temps de prendre soin de toi et que tu as les moyens nécessaires. Donc en général, tu as un coiffeur, etc., ce qui n'était pas du tout mainstream à l'époque. Là, aujourd'hui, même le prolétaire typique va pouvoir aller se faire un dégradé chez Barbershop pour 25 balles et tout va bien se passer.
à l'époque, t'avais pas forcément de barbeur, tu vois. Donc, ou alors c'était réservé aux personnes de la haute société. Et puis, il y a même une légende qui appartient, enfin qui découle de la Bible, qui s'appelle Samson. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui tire en fait son pouvoir de ses cheveux longs. Mais, alors, il y a juste une petite nuance, c'est que je me suis renseigné un petit peu sur Wikipédia. Voilà, c'est ce beau jeune homme ici. Samson qui tire son pouvoir de ses cheveux longs, donc, enfin, plus il a les cheveux longs, plus il est fort. Mais après, c'est pas forcément lié exactement au fait d'avoir des cheveux, mais plutôt au fait que ses cheveux symbolisent son dévouement à Dieu, parce qu'il fait partie des nazirs. Attention, ce n'est pas un nazi, c'est un nazir. Donc il a fait un vœu de naziréat, qui veut dire qu'il ne se coupe pas les cheveux et la barbe pour se soigner, pour signer en fait leur préférence et leur consécration pardon, à Dieu. Et donc en fait c'est un vœu comme ça de manquer de soin de soi. Donc là on a techniquement Samson qui pourrait être un argument pour exprimer que le fait d'avoir des cheveux c'est important, mais en réalité lui le fait d'avoir des cheveux symbolise son vœu de ne pas se soigner. Donc techniquement, ça veut dire que le fait d'avoir des longs cheveux, ça veut dire que tu n'es pas soigné. Donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais en général, dans l'histoire, depuis la nuit des temps, même si ça veut tout et rien dire cette expression, les cheveux ont toujours été importants, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Quand tu regardes même dans les cultures asiatiques, ou bien en Inde par exemple, bah là, effectivement, les cheveux, c'est hyper important. D'ailleurs, les hommes qui perdent leurs cheveux en Inde, c'est encore plus tragique qu'ici en Occident. Bref. Ça, nous y reviendrons. Effectivement, nous y reviendrons, parce que c'est un point extrêmement important. On est actuellement à Dijon, en France. C'est un peu le point de départ de notre enquête. D'abord parce que les médias français ont beaucoup parlé des risques du finastéride. Et ça, c'est grâce au travail d'une femme, Sylviane Mathieu, qui a fondé l'association d'aide aux victimes de finastéride. Voilà, donc on y vient, on arrive au post-finastéride syndrome. Et c'est, comme je l'ai dit, le point principal. Je suis sélective, j'adore. Ah, il est beau. Il était déjà malade, là. Ouais, ça allait pas. Sylviane Mathieu, j'ai créé l'association Avifine suite au départ de Romain, qui avait commencé la consommation de finastéride à 19 ans. Lorsque Romain a eu la prescription fin 2010, nous allions à un rendez-vous pour l'acné. Et Romain était étudiant, bon. Il avait l'habitude de tourner. Là, je vais sauter un petit peu son histoire. En gros, il s'est fait prescrire du finastéride. Après, et Romain lui a dit, Madame, je suis très fatiguée. La dame qui avait prescrit à... Donc il a eu des effets secondaires. Et qu'est-ce qui... Une année après, et Romain lui a dit, Madame, je suis très fatiguée, j'ai des trous de mémoire, je ressens les choses différemment et j'ai des problèmes de libido. Et il lui a dit, mais arrête de regarder n'importe quoi, c'est dans ta tête. Voilà. Et ça, c'est le gros problème. C'est là où je veux en venir, déjà d'entrée de jeu. C'est que le problème avec la médecine actuelle, c'est pas forcément qu'on ne reconnaisse pas le post-finastéride syndrome comme tel, mais c'est plutôt que lorsqu'un patient va venir chez son médecin et dire « j'ai le post-finastéride syndrome », on va juste pas le prendre au sérieux. Et vous verrez que c'est le cas de beaucoup d'hommes qui viennent témoigner dans ce moi, j'ai envie de dire presque ce court-métrage, mais c'est plutôt un documentaire. C'est qu'ils vont arriver en disant « j'ai ces symptômes-là, je pense que c'est le post-finastéride syndrome », et les médecins, au lieu de dire « ok, on fait des tests, on va voir ce que c'est, peut-être c'est ça, peut-être que c'est autre chose », mais on fait des tests et on regarde, et puis en fonction, on essaie d'identifier le problème, et on essaie de traiter le problème à la source. Ben non, ils vont juste dire « ah mais c'est pas possible que ce soit le post-finastéride syndrome, c'est dans ta tête ». Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Il était bien précisé que tous les effets indésirables stoppaient à l'arrêt du traitement. Hein. Tout le monde était d'accord, unanime pour cela. Et lorsqu'il a stoppé, il y a eu comme une période de rémission, entre 2 et 3 semaines. Et tout d'un coup, clac, les effets secondaires précédents sont revenus, amplifiés, et de nouveaux sont apparus. Et là, ça a été terrible, par contre. J'ai vu mes filles. Alors, la période de rémission dont elle parle, forcément qu'à prime abord, on va se dire, ok, donc il a arrêté le finastéride, il a eu une période de rémission, donc c'était sûrement dû au finastéride, mais après c'est revenu, donc peut-être que le finastéride lui a causé ses effets, puis ensuite quand il a arrêté, il a eu une rémission temporaire, et ensuite le finastéride a continué de faire des effets
après avoir été arrêté. Ça peut être une conclusion qu'on peut tirer, mais je veux pas être insensible. Attention, je plains, enfin, ce qui est arrivé à cette femme et à son fils, c'est totalement horrible. Je pense qu'il n'y a rien de pire pour un parent que de perdre son enfant. Mais dans les faits, moi, ce que je considérais comme étant plus plausible, c'est son fils a pris du finastéride. Parallèlement à ça, il a commencé à avoir des troubles qui étaient visiblement pas liés au finastéride, vu que quand il a arrêté, les effets ont fini par continuer. Et le fait qu'il ait associé les effets secondaires au finastéride a fait que lorsqu'il a arrêté le finastéride, il a eu un effet placebo qui lui a donné l'impression qu'il n'avait plus d'effets secondaires parce que il pensait que ces effets secondaires étaient dus au finastéride. Et vu qu'il pensait que c'était dû au finastéride, en arrêtant le finastéride, il a eu cet effet placebo qui lui a donné l'impression que les effets secondaires allaient mieux jusqu'à ce qu'ils continuent d'empirer en fait, parce qu'en réalité, ça allait pas mieux. Alors, je suis personne pour dire que c'est ça, pour dire que j'ai raison, mais en tout cas, pour moi, c'est une hypothèse beaucoup plus plausible que il a arrêté, ensuite le finastéride a arrêté de faire effet, puis ensuite il a recommencé à faire effet alors qu'il a pas recommencé à en prendre. Ça... Enfin, je vois difficilement comment ça peut avoir du sens. Il me cognait la tête contre les murs, tellement il voulait que ses migraines cessent. Je l'ai vu se tordre de douleur à cause de douleurs testiculaires ou péniennes. Moi, je me levais le matin vers 6h30, 7h. Mon fils était souvent par terre sur le sol du salon. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Romain est parti le 7 juin 2016. Il y a eu ce fameux coup de téléphone que moi j'ai reçu avant midi. Il est parti en forêt. Et ce produit, Romain, voilà, il avait quelque part, il rêvait sa vie, son chemin de vie. Il n'aurait pas pris le risque. Alors effectivement, bien sûr, ça fait peur. Ça fait peur, mais quand on regarde dans les faits, il y a des études sur le finastéride, il y en a beaucoup, et jamais il n'y a eu de cas reportés d'effets secondaires qui ont été persistants après l'arrêt du traitement. Et surtout, il y a un autre composé qui s'appelle le dutastéride, qui est un peu le grand frère du finastéride si on veut, parce que il a le même effet que le finastéride, il réduit la 5-alpha-réductase, mais celui-ci est d'une part beaucoup plus puissant, d'autre part il a un effet sur la 5-alpha-réductase de type 1 et 2, alors que le finastéride a un effet sur principalement la 5-alpha-réductase de type 2, et en plus de ça, le dutastéride a une durée de demi-vie de 5 semaines, tandis que le finastéride a une durée de demi-vie de 6 à 8 heures. Donc, si il y a des effets persistants avec le finastéride, il doit bien y avoir des effets persistants avec le dutastéride. Et tu vas jamais entendre parler de post-dutastéride syndrome parce qu'il n'y a jamais eu de cas reportés. J'ai essayé de me renseigner, donc je peux pas vous prouver un truc qui n'existe pas. J'ai essayé de me renseigner, je n'ai rien trouvé. Je n'ai pas trouvé de cas reportés d'effets secondaires persistants avec le dutastéride. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est le finastéride qui est une molécule particulière et qui cause des effets différents que le dutastéride et on ne serait pas encore au courant? Ou alors peut-être ça peut être une autre raison, tout simplement le groupe démographique que le finastéride vise, contrairement au dutastéride. Je m'explique, le finastéride, en général, il est vendu pour, comme ils l'ont dit tout à l'heure, pour deux raisons. Prescrit, pas vendu. Soit pour l'hypertrophie bénigne de la prostate, qui touche plutôt les hommes au-dessus de 40-50 ans, ou alors, deuxième raison, qui est la raison dont on va principalement parler ici, ça va être chez les plus jeunes hommes, entre 20 et 40 ans, qui le prennent pour la perte des cheveux. Et la différence entre ces deux groupes démographiques, c'est que, en général, les hommes de 20-30 ans, qui sont dans la vingtaine ou la trentaine, ils sont beaucoup plus exposés aux réseaux sociaux et aux forums et aux informations et aux mésinformations. Tandis que le groupe démographique des hommes qui sont traités pour l'hyperplasie bénigne de la prostate, eux, ils sont beaucoup moins impactés par la désinformation des réseaux, et peut-être que cette panique générale d'effets secondaires persistants est due à des informations comme ça frauduleuses, des tentatives d'escroquerie dont je vais parler tout à l'heure. Vous verrez pourquoi est-ce que je dis ça. J'ai analysé ce documentaire en amont avant de faire cette vidéo. Mais bon, voilà, je vous mets un petit peu la puce à l'oreille comme ça, donc soyez attentifs à ça.
Romain n'a jamais réussi à trouver l'aide qu'il cherchait parce que c'est comme si à l'époque, la communauté médicale ne pouvait pas concevoir qu'on puisse ressentir les effets indésirables d'un médicament comme le finastéride après avoir cessé de le prendre. Mais depuis, il y a des chercheurs qui ont commencé à se pencher sur ce qu'on appelle maintenant le syndrome post-finastéride et qui essaient de comprendre pourquoi ça affecte certains hommes et pas d'autres. Je m'appelle Roberto Melkanji, je suis professeur à l'université de Milan et je suis neuroendocrinologue. Cette histoire a commencé il y a 10 ans lorsque j'ai été contacté par un patient qui m'a parlé des effets indésirables du finastéride. Ce qui était le plus surprenant, c'était la persistance de ces symptômes. Roberto Melkanji et son équipe ont publié une dizaine d'études sur le finastéride. Leur recherche confirme la présence de symptômes persistants chez les rats. Chez les rats. Chez les rats. Alors, pourquoi est-ce que je souligne que c'est chez les rats? Eh bien, tout simplement parce que les rats ne sont pas des êtres humains et que, enfin, ça c'est la première chose, mais surtout les rats, donc spécifiquement pour le finastéride, ne réagissent pas de la même manière à la molécule. Chez les hommes, le finastéride, il va avoir un effet sur la 5-alpha-réductase de type 2 principalement, qui est la 5-alpha-réductase présente dans le cuir chevelu et la prostate, majoritairement. Tandis que chez les rats, le finastéride va bloquer la 5-alpha-réductase de type 1, qui est présente principalement dans le système nerveux, donc dans le cerveau. Et la raison pour laquelle c'est important, c'est parce qu'on sait que la 5-alpha-réductase de type 1 est importante pour produire certains neurostéroïdes, genre l'allopregnanolone, via la conversion de progestérone, il me semble, en allopregnanolone via la conversion avec la 5-alpha-réductase de type 1, justement. Donc, si on bloque la 5-alpha-réductase de type 1, comme avec le finastéride chez les rats, effectivement, ça peut avoir un effet sur le cerveau. Et vous verrez qu'il parle principalement d'effets sur le cerveau. Mais donc ça, c'est la raison pour laquelle ce n'est pas pertinent de souligner des études qui sont faites chez des rats pour démontrer des effets persistants sur le cerveau, sachant que les rats et les humains ne fonctionnent pas de la même manière avec le finastéride. Et surtout, en général, quand on regarde les études qui ont été faites sur des rats, avec le finastéride, ça va être avec des doses qui sont astronomiques. On parle de des fois 100 mg par kilo de poids de corps. Donc imaginez-vous un homme de 80 kg qui prendrait 100 mg par kilo de poids de corps de finastéride. Ça n'a absolument aucun sens. Alors qu'en général, la dose prescrite pour la chute de cheveux, ça va être 1 mg par jour. Et même la plupart du temps, tu peux t'en sortir avec moins que ça. On va dire la dose minimale effective qui a été démontrée, c'est 0,25 mg 3 fois par semaine. Et même ça, c'est efficace pour traiter la calvitie. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes doses, on n'est pas du tout dans la même réponse physiologique, et on n'est pas du tout dans la même espèce. Donc c'est à prendre avec des pincettes, encore une fois. Avec d'autres chercheurs, nous avons publié certains marqueurs diagnostiques possibles du syndrome post-finastéride. Notre hypothèse est que le principal dommage se situe dans le cerveau, au niveau des circuits neuronaux qui contrôlent l'humeur et l'activité sexuelle. Les principaux effets indésirables sont sexuels, mais les hommes affectés ont aussi des troubles psychiques comme la dépression, l'anxiété, des problèmes physiques, musculaires, de l'insomnie. C'est vraiment une pathologie très complexe. Le souci avec cette pathologie, donc comme il dit, c'est très complexe et très global. Mais le souci avec ça, c'est que du coup, c'est très compliqué de mettre le doigt sur un coupable en particulier, en sachant que y a énormément de symptômes différents qui pourraient être dus à énormément de pathologies différentes, et juste parce qu'on a pris du finastéride, des fois pendant quelques jours ou même une seule dose, et qu'après on a ressenti des effets comme ça, comment prouver que c'est dû au finastéride? Comment prouver que ce n'est pas dû à une apparition de dépression qui était déjà présente de manière sous-jacente avant de prendre le finastéride et qui s'est manifestée? Peut-être que le finastéride a été un catalyseur pour ces personnes-là. On n'en sait juste absolument rien. Et c'est facile de blâmer une molécule, c'est facile de blâmer une entreprise pharmaceutique, parfois à des fins de profit, comme vous le verrez tout à l'heure. Mais il faut aussi voir le mode de vie. Est-ce que ces personnes-là dorment correctement? Est-ce qu'elles mangent correctement? Est-ce qu'elles font du sport? Est-ce qu'elles ont des antécédents de dépression? Ou alors une prédisposition génétique à la dépression? On n'en sait juste rien en fait.
et c'est très compliqué de savoir si c'est dû du coup au finastéride, sachant qu'il n'y a pas eu on n'a jamais d'informations sur le passif de la personne, on n'a jamais de valeur vraiment objective sur la situation de la personne avant de commencer le finastéride. On ne peut pas diaboliser ce médicament car il est très efficace. Mais nous ne savons pas pourquoi certaines personnes ressentent des effets indésirables si graves. Nous pensons qu'il s'agit d'une modification génétique induite par le finastéride. Nous sommes en contact avec des patients qui, même après 10, 20 ans, ont encore des effets indésirables. C'est une véritable catastrophe pour ces personnes. Sylvia Néon-Mathieu a signalé la mort de Romain aux autorités. Ce sont des cas comme celui-là qui ont amené les agences réglementaires européennes à exiger que Merck avertisse ses consommateurs des risques d'effets indésirables persistants. Mais la pharmaceutique a toujours nié que son médicament était la cause de ses souffrances. Bah oui, pourquoi est-ce qu'ils ont nié? Tout simplement parce qu'il n'y a aucune preuve scientifique, et la pharmaceutique se base sur des preuves tangibles, donc sur la science. Et lorsque la science démontre quelque chose, eh ben, la pharmaceutique va aller dans le sens de ce qui a été prouvé et pas de ce qui a été rapporté de manière subjective. Mais bien sûr, là, je vais passer pour un gros insensible. Encore une fois, je compatis pour ce qui est arrivé à la famille de cette dame et à sûrement plusieurs familles. Mais de là à blâmer aveuglément une molécule qui existe depuis des décennies et dont ce genre d'effets ne ressurgissent que maintenant, par coïncidence, au moment où on a commencé à mettre sur l'étiquette que ça pouvait causer des effets blablabla, bah c'est assez louche quand même. Enfin bref. Au retour, des hommes qui se font dire que leur mal est dans leur tête. Voilà. Mais Ça, c'est le plus médecin, ils gros vont penser que problème. t'es fou. C'est pas possible, il n'y a pas de pathologie là, qui correspond à tous ces symptômes-là. Regardez jusqu'à la fin, laissez-moi. Non, on va pas regarder jusqu'à la fin, non. Ah, ta gueule. Pardon, tais-toi. Pas être vulgaire. Le Propecia, non commercial la finastéride pour lutter contre la calvitie, a fait l'objet d'un battage publicitaire intense, qui mettait beaucoup l'emphase sur les avantages d'être beau, viril et chevelu, mais pas tant que ça sur les risques. Quand t'es jeune, c'est ton capital séduction. Moi, j'avais un groupe de musique à l'époque, mes cheveux, ça faisait partie de mon capital séduction. Et j'ai pris la finastéride pendant 7 ans au total. J'ai commencé en 2008. Alors, fun fact, j'ai aussi un groupe de musique. Et je suis aussi jeune, mais j'ai pas de cheveux. Donc moi, mon capital séduction, bon, bah voilà, je compense avec autre chose. C'est comme ça, les gars. Hein. Avec ce qu'on a. Je suis batteur, d'ailleurs, dans mon groupe, pour ceux qui se demandent. Parce qu'à la fin, la dernière année, j'avais vraiment plein de symptômes qui commençaient à venir. Et quand j'ai arrêté, tous ces symptômes, et d'autres encore, sont arrivés, et beaucoup plus forts. Voilà. De retour à Montréal, on a rencontré un premier homme qui dit souffrir du syndrome post-finastéride, et ce, depuis 8 ans. Julien, c'est un nom fictif, a accepté de nous parler à visage caché, car il craint les impacts sur sa vie professionnelle et personnelle. J'ai même tout noté, mais ça fait plus d'une page sur mon cahier, là. Donc on parlait de la libido, énergie sexuelle, donc ça, elle s'en va. Plus de désir, ou même, tu sais, les érections ponctuelles que t'as dans la journée, normalement. Ça, tu l'as plus. Réduction aussi de la taille des genitals. Ça, c'est assez fou, mais pendant 4 ans, il y avait vraiment une diminution, et aussi par la possibilité d'avoir d'orgasme. Un autre effet secondaire qui est peut-être le plus dévastateur dans une relation, celui-ci en est des problèmes sexuels bien sûr, mais l'anédonie, je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est en fait la perte de pouvoir ressentir des émotions en fait. La liste des symptômes, tu peux la dicter à Alors tout ça... Alors, attendez, je vais le laisser finir. ceux qui, médecin ou pas médecin, ils vont penser que t'es taré, que t'es fou. C'est pas possible, il n'y a pas de pathologie là, qui correspond à tous ces symptômes-là. Voilà. Alors, quand tu dis ça, effectivement, quand tu vas le dire à un médecin, j'ai de l'anédonie, j'arrive plus à ressentir des émotions, mon pénis a rétréci, etc. D'accord, il va te croire. Mais si tu lui dis que c'est dû au finastéride, il va pas forcément te croire. Mais ça veut pas dire qu'il faut que les médecins nient la présence de ces effets. Il faut que les médecins tentent de démontrer à quoi sont dus ces effets, parce qu'il y a de fortes chances qu'ils ne soient pas dus au finastéride. Surtout quand tu sais que quand il arrête le traitement, les effets s'accentuent progressivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une cause sous-jacente qui est autre que le finastéride, qui est toujours présente et qui fait que le problème s'accentue. Parce que si tu identifies le problème et que tu trouves une solution, quand tu traites le problème, ça va mieux.
tu vois. Par exemple, je vais te donner un exemple concret, toujours dans le thème de la chute de cheveux, simplement si tu prends du finastéride, donc tu remarques que tu perds tes cheveux, tu prends du finastéride et tu vois qu'au bout d'une année, 2 ans, tu as continué de perdre tes cheveux. Peut-être que ta perte de cheveux n'est pas due à la calvitie, peut-être que c'est une perte de cheveux liée à une carence, peut-être que c'est de l'alopécie aréate, tu sais, une réponse auto-immune à tes cheveux. Donc, ça veut dire que le finastéride n'est pas la solution pour toi. Au même titre que si tu as des symptômes, comme ce monsieur a décrit, et que tu arrêtes le traitement et que ces symptômes persistent et qu'ils s'aggravent, ça veut dire qu'ils n'étaient pas dus au traitement dans un premier temps, tu vois. Et ça, je trouve que c'est dommage que les médecins n'expliquent pas ça de cette manière et qu'ils se contentent juste de dire, enfin en tout cas c'est ce qui est prétendu dans ce documentaire, c'est que les médecins se contentent juste de dire, bah non, non, c'est pas possible que tu aies ces effets secondaires-là, donc j'entre pas en matière. Voilà, je trouve ça dommage. Julien fait partie des quelques 20 000 hommes dans le monde à avoir rapporté les effets indésirables du finastéride. Ce ne serait que la pointe de l'iceberg, car les études montrent qu'à peine 6 % des patients remplissent un rapport de pharmacovigilance. Notre enquête nous a amené à documenter les cas d'une vingtaine d'hommes qui se disent atteints du syndrome post-finastéride. 13 sont au Canada, dont 5 à Montréal. C'est le cas de Wei, qui dit que ses pires symptômes se sont manifestés après avoir arrêté le médicament. It was a topical finasteride solution at a very low dose. I discontinued the use of the medication after 10 days of use. And immediately the next day, my world was turned upside down. I was in pain. I could not think clearly. I did not have any motivation to do anything, and I was in pure survival mode. I could barely leave my bed. I could barely leave my apartment. I would say anybody who spent even just 10 seconds in my mind, in my body, at that period of time, would say that is probably hell on earth. Alors, moi, encore une fois, je le crois. Ce monsieur, je compatis avec lui, je crois au fait qu'il a vécu ces effets-là. Maintenant, ce en quoi je ne crois pas, c'est que ces effets sont dus au finastéride. Surtout qu'il nous dit qu'il a pris du finastéride par voie locale pendant 10 jours, et que c'est quand il a arrêté que les effets ont commencé à venir. Et surtout que les symptômes qu'il décrit, c'est des symptômes qui sont clairement similaires à une dépression classique. Et on sait que les hommes sont particulièrement sujets à la dépression, et encore plus les hommes qui perdent leurs cheveux, et encore plus les hommes qui perdent leurs cheveux et qui n'ont pas de solution possible à leur perte de cheveux. Donc imagine-toi, déjà tu es un homme, donc tu as plus de chances d'avoir de la dépression. En plus de ça, tu as une calvitie, donc tu as encore plus de chances d'être dépressif, parce que c'est chiant d'avoir une calvitie, tu vois. Les gens se foutent de ta gueule, parce que vu que tu es un homme, on en a rien à foutre, tu vois. Et en plus de ça, tu n'as pas la possibilité de traiter ta calvitie, parce que visiblement, tu réagis mal au finastéride. Comment tu vas te sentir à ce moment-là, si la calvitie t'impacte, tu vois? Donc, effectivement, ces effets sont peut-être liés à sa prise de finastéride, mais pas comme on le croit. Ces effets sont liés à sa prise de finastéride parce que c'est le fait de constater qu'il ne peut pas traiter sa calvitie qui le met dans cet état-là, peut-être, inconsciemment, tu vois. Ou alors peut-être que c'est totalement autre chose, peut-être que son système nerveux a lâché, on n'en sait rien. On a tous peut-être une connaissance qui d'un coup a commencé à avoir des symptômes, à se sentir je ne sais pas comment, à avoir des psychoses, etc. J'ai malheureusement le cas d'un ami qui a eu ce genre de soucis. Ça peut venir à n'importe qui, à n'importe quel moment, et peu importe si tu prends du finastéride ou pas. Donc des fois le hasard fait que tu prends du finastéride au moment où tu as ces effets secondaires qui arrivent, mais est-ce que c'est dû au finastéride ? Sincèrement, je ne pense pas. Mais encore une fois, quand tu vas chez le médecin, c'est chiant si on nie le fait que tu as ces effets. On peut nier que ça vienne du finastéride, mais on peut pas nier que tu as ces effets, parce que toi seul sais si tu les as ou pas. Tu es la seule personne présente dans ton corps. Sans mauvais jeu de mots, hein. Commencez pas à dire des trucs salaces dans les commentaires, hein. Je vous vois venir, les gars. It just strips you of your humanity. That's how I describe it for sure. Il faut se rappeler que la majorité des patients n'auront pas de symptômes permanents avec ce genre de médicaments-là. C'est vraiment la minorité. Le problème, c'est de savoir lesquels... La majorité des patients n'auront pas de symptômes du tout, même.
développer ces symptômes-là. Et dans quel contexte? Est-ce qu'il y a un contexte génétique particulier? Est-ce qu'il y a un contexte psychologique particulier? Et ça, on ne sait pas. Voilà. Ça, c'est intéressant. Ce qu'il dit, c'est est-ce qu'on peut identifier quel type de profil va avoir plus de risque de développer des effets permanents? Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont une prédisposition génétique à de la schizophrénie, à de la dépression, et qui, peut-être ces personnes-là, on va leur déconseiller de prendre du finastéride parce que c'est ces personnes-là particulièrement qui sont à risque. C'est une hypothèse, et effectivement c'est malin de voir ça sur cet œil, et pas forcément juste de dire le finastéride c'est comme jouer à la roulette russe, tu vois. Nous avons contacté plusieurs médecins et spécialistes dans le cadre de notre enquête. Plusieurs ignoraient que le finastéride pouvait avoir des effets indésirables persistants. D'autres nous ont dit douter de l'existence d'un syndrome post-finastéride. Les dermatologues qui font cette spécialité des cheveux, c'est pour nous, c'est un mythe. C'est pas en réalité, OK? Sommité en matière de santé sexuelle chez l'homme, l'urologue Serge Carrier est l'un des rares spécialistes canadiens à avoir accepté de se prononcer publiquement à ce sujet. Le syndrome post-finastéride demeure dans la littérature médicale un sujet de controverse. Je reçois des références de temps à autre pour ces problèmes-là, qui est quand même méconnu chez les médecins. Et malheureusement, lorsqu'on fait une évaluation, par exemple, hormonale, tout revient normal. On trouve absolument rien pour expliquer. On aime avoir des publications qui vont nous dire « bien, la cause, c'est ça ». Lorsqu'il n'y en a pas, c'est là que ça devient plus problématique. Mais ce qui est certain, c'est que ceux qui en souffrent, ils souffrent de ce problème-là. Quand la communauté... Effectivement, si on fait des tests hormonaux et qu'on voit qu'il n'y a rien au niveau du système hormonal, et qu'on sait que le finastéride agit sur le système hormonal, on peut se poser la question, est-ce que c'est le finastéride du coup qui cause ça, vu que les hormones sont en ordre, et que le finastéride agit sur les hormones, tu vois. Donc si tu arrêtes et que tes hormones sont en ordre, tes hormones reviennent à la normale, peut-être que du coup c'est pas dû au finastéride. Mais encore une fois, ce qui est chiant, c'est que on n'a pas de bilan sanguin avant que la personne arrête le finastéride, on n'a pas de bilan sanguin avant que la personne commence le finastéride, donc il n'y a aucun moyen de faire comme ça des liens de causalité. Et puis surtout là, il nous parle de bilan sanguin, mais est-ce qu'il a fait un bilan neurologique au niveau des... Après, je sais pas si c'est possible ou pas, je suis pas médecin, hein, j'en sais rien de comment ça se passe, mais peut-être qu'il y a la possibilité de faire des bilans neurologiques pour voir les niveaux de certains neurotransmetteurs, pour savoir si la personne elle est diagnosticable dépressive ou je ne sais quoi d'autre. Est-ce qu'ils l'ont fait? Ça, j'en sais rien. Cal ne te croit pas. Vers qui est-ce que tu te tournes? Personne. Personne. It feels like, the medical profession has failed you. You have nowhere else to turn to. Eh bien, si, bien sûr que si, que tu te tournes vers quelqu'un, vers qui est-ce que tu te tournes dans notre époque contemporaine, pleine de contacts, on va dire, internationaux? Tu te tournes vers les réseaux. Tu vas voir sur Reddit, et puis tu vois le RPFS, ou bien le post-finastéride syndrome, tu trouves ce site-là, et puis tu te dis, ça y est, j'ai ça, parce que tous ces mecs, ils ont la même chose que moi, et puis eux, ils blâment le finastéride, donc c'est sûrement dû au finastéride. Et c'est là que le problème commence, c'est qu'il y a cet effet boule de neige, où t'as un cas rapporté qui n'est pas du tout prouvé par quoi que ce soit, c'est juste purement subjectif. Les gens voient ça, en général les jeunes, parce que c'est nous qui sommes les plus impactés par ce qui se passe sur les réseaux, on voit ça, on commence à paniquer, et on commence à se dire « Ah mais merde, ça se trouve, moi aussi j'ai ça, maintenant je vais arrêter le traitement, je me suis pas réveillé avec la gaule mardi matin, putain j'ai du post-finastéride syndrome, tu vois. » Et c'est là que ça commence, et c'est là que tu rentres dans cette spirale, parce que justement, quand ils disent que tu te tournes vers personne, en réalité, si, tu te tournes vers quelqu'un, tu te tournes vers le meilleur ami de l'homme, enfin le meilleur ami et le pire ennemi de l'homme simultanément, Internet. Même en 2025, le scepticisme de la communauté médicale canadienne face au risque du finastéride est palpable. Mais ce que les médecins qui prescrivent ce médicament pour la perte de cheveux semblent ignorer, c'est à quel point Merck a tout mis en œuvre pour faire de la calvitie un problème médical, une pathologie pour laquelle la pharmaceutique détenait un remède. On a décortiqué sa stratégie marketing avec l'expert en politique pharmaceutique Marc-André Gagnon. Là, on peut dire, ben oui, la calvitie, c'est pas un gros problème médical. Moi, si je suis une compagnie qui a trouvé un médicament qui peut avoir certains bienfaits contre la calvitie, ben j'ai tout intérêt à faire en sorte que ça devienne un problème médical.
Là, ici, Merck... Alors, est-ce que réellement, c'est Merck qui a fait de la calvitie un problème médical ? Je pense qu'il n'y a nul besoin de rappeler que le premier traitement contre la calvitie approuvé par la FDA n'était pas le finastéride, c'était le minoxidil, en, je crois, 1950, quelque chose comme ça. Et ensuite, vers 1990 et des poussières, là, le finastéride a été approuvé par la FDA, en premier lieu pour le traitement de l'hyperplasie bénigne de la prostate, et ensuite pour la calvitie. Mais avant ça, le minoxidil avait déjà été approuvé. Pourquoi est-ce que le minoxidil avait été approuvé par la FDA pour traiter la calvitie ? Parce que on avait besoin d'un traitement contre la calvitie, parce que la calvitie a toujours été un problème dans notre société, tu vois. Il y avait même des théories, enfin les premières théories pour savoir d'où vient la calvitie, elles viennent de l'époque du Moyen-Âge, quand les hommes portaient des chapeaux, et on se demandait justement si c'était les chapeaux qui venaient en fait obstruer les capillaires sanguins. En fait, c'est de là que vient la fameuse théorie fallacieuse de la circulation sanguine. Non, la calvitie n'est pas causée par un manque de circulation sanguine, c'était une théorie qu'on croyait au Moyen-Âge, parce que justement c'était l'époque où les hommes portaient des chapeaux, enfin l'époque moderne, etc., où les hommes portaient des chapeaux, et on pensait que c'était ça qui causait la calvitie, par manque de circulation. Et ensuite, par des recherches, par justement le développement des premières greffes de cheveux qui avaient lieu, il me semble, en 1800 et quelques, fin 19e siècle, les premières greffes de cheveux, où justement on a tenté de greffer des poils, donc ou bien des cheveux, sur une zone qui ne se miniaturise jamais, sur une zone qui se miniaturise. On a vu que ça ne se miniaturisait pas, et à l'inverse, on a pris des cheveux ici, on les a mis là, ou bien sur un bras, et on a vu qu'ils continuaient de se miniaturiser, donc la preuve que ce n'était pas la preuve que la chute de cheveux n'était pas due à la localisation du cheveu, mais bien à la sensibilité individuelle de chaque cheveu aux hormones androgènes. Et on sait que c'est les hormones androgènes parce que c'est chez les hommes en général qu'on voit le plus grand nombre de cas de calvitie. Donc le fait de prétendre que Merck a fait de la calvitie un problème pour ensuite vendre une solution, c'est juste complètement faux en fait, parce que l'histoire nous montre que la calvitie est un sujet de recherche et un sujet de préoccupation qui date de bien plus loin que 1990. J'ai tout intérêt à faire en sorte que ça devienne un problème médical. Là, ici, Merck, clairement, s'est lancé dans une campagne de ce qu'on appelle du disease mongering, c'est-à-dire qu'on va créer de la maladie pour créer des diagnostics médicaux puis mettre en place des nouvelles pratiques médicales de la part des médecins. Imagine, a hair loss pill for men made by the same international pharmaceutical company has developed more new medical treatments than any other and has developed the only prescribed pill to treat hair loss. Propecia, the only hair loss pill for men. En fait, je trouve que là, ça relève carrément de la théorie du complot, parce que enfin, je veux dire, comment tu peux prétendre que maintenant, juste parce que cette entreprise a vendu comme ça un remède contre la calvitie, ils ont réussi à se créer des clients en créant l'illusion que la calvitie était un problème. Non, absolument pas. La vraie raison pour laquelle ils ont réussi à avoir autant de succès, c'est parce que la calvitie est un problème récurrent chez les hommes et un problème que les hommes veulent absolument traiter. Et la vraie stratégie en réalité de Merck n'a été que en fait de donner une solution à un problème qui n'avait pas encore de solution concrète avant, parce que le minoxidil, bien qu'il puisse être un stimulateur de pousse extrêmement efficace, il ne stoppe pas la chute de cheveux à la racine du problème. Et je fais toujours le même jeu de mots, je sais, mais ça reste toujours aussi qualitatif. Le finastéride, lorsqu'on le prend, il va venir réduire l'hormone responsable dans un premier temps du déclenchement de la chute, alors que le minoxidil, lui, vient juste stimuler la pousse de manière non sélective. Donc c'est pas hormonal du tout. Donc à long terme, ça va arrêter de fonctionner au bout d'un moment si tu prends pas de finastéride. Donc là, franchement, pour moi, ça n'a aucun sens. Cet argument n'a absolument aucun sens. C'est de la calomnie, diffamation. Les années 90, pour moi, c'est un moment assez charnière dans le secteur pharmaceutique parce qu'on ouvre les vannes de la promotion directe aux consommateurs aux États-Unis en particulier.
Donc, on se retrouve à pouvoir faire de la publicité à la télévision et s'adresser directement aux consommateurs. Les pubs sont très drôles, hein. Merck dépensera des centaines de millions pour faire la promotion du Propecia auprès des hommes. Propecia. Des publicités plus pernicieuses, dénigrantes pour les hommes chauves, feront leur apparition. Aïe. Bon, les gars, franchement, ça, je vous rassure. Enfin, je veux dire, c'est du marketing. Bien sûr, c'est du marketing. Au même titre que tu vas voir je sais plus quelle marque, en fait, quasiment toutes les marques de parfum. Tu vas voir le mec qui se met du parfum, et puis d'un coup, ah non, c'était la marque, il y avait une marque, ah oui, Axe, voilà, je crois que c'était ça, c'était Axe, où le type, il se met du déo, et d'un coup, t'as une horde de femmes qui se ramènent et tout. Bien sûr, c'est du marketing. Bien sûr qu'on a envie de te donner envie d'acheter notre produit, tu vois. Moi-même, je suis quelque part un entrepreneur. Mon activité sur YouTube, bien sûr que je le fais dans le but de partager avant tout voilà, mes expériences, mes connaissances et d'aider les autres. Mais au bout d'un moment, peut-être qu'un jour je vais vouloir en vivre de ça. Si un jour je peux vivre de ça, c'est incroyable. Et bien sûr qu'il va falloir que je fasse appel à des stratégies marketing pour vous donner envie à mes auditeurs d'acheter ce que j'ai à proposer ou bien de promouvoir ma chaîne. Enfin, je veux dire, c'est normal, quoi. C'est du business. C'est comme ça que fonctionne l'économie. Et on peut pas blâmer Merck pour ça. Voilà, il faut juste... Au bout d'un moment, je veux dire, on est des adultes. On a quand même la capacité de réflexion nécessaire pour prendre du recul par rapport à ce qu'on voit à la télévision. Et on sait très bien que c'est pas parce que t'es chauve que tu vas plus jamais pouvoir te reproduire de toute ta vie, parce que si c'était le cas, la calvitie n'existerait plus quand on y pense. S'il y a autant d'hommes qui perdent leurs cheveux, c'est peut-être parce que, au final, ce gène, cette caractéristique génétique est restée jusqu'à aujourd'hui. Donc ça veut dire que tous les hommes jusqu'à aujourd'hui qui ont eu une calvitie ont toujours réussi à faire passer leur gène à la génération suivante. Donc ça veut dire que la calvitie, c'est pas tant un problème que ça. Mais effectivement, si on peut la traiter, c'est cool. Voilà. Je divague, désolé. On se retrouve aussi avec une imagerie, parce que j'ai des cheveux, puis je deviens plus séduisant, j'ai plus de succès, etc. On se crée un marché en essayant de transformer les gens en personnes qui se sentent mal face à eux-mêmes. Capitaliser sur le malheur des gens est une promesse de fortune assez considérable. Je suis d'accord avec lui. Je suis absolument d'accord avec lui sur le fait que, effectivement, capitaliser sur le malheur des gens, c'est quelque chose d'immoral, de complètement immoral. Maintenant, est-ce que réellement c'est ce que Merck a fait? Je ne pense pas, encore une fois. Je pense que Merck, sa stratégie n'a été que de donner une réponse, donner une solution à un problème qui était déjà existant et en fait répondre à une demande dont l'offre était bien trop faible, tout simplement. Et donc ils ont fait du profit. C'est juste la base, quoi. Et quand tu vois que l'association post-finastéride syndrome permet en fait de faire des dons de minimum 20 balles et qu'il n'y a pas une seule étude concrète qui est effectuée par cette association, tu te demandes qui essaie de capitaliser sur le malheur de qui, hein. Enfin bref. Mais au Canada, où les publicités visant les consommateurs ne sont pas permises, la pharmaceutique a employé des méthodes dissimulées. Vers la fin des années 90 et le début des années 2000, plusieurs articles sur la calvitie et les torts qu'elle pourrait causer sont publiés dans des grands médias. Je vais vous montrer un article qu'on a trouvé qui a été publié en mars 2002. Donc, un sondage canadien indique que la calvitie influence les perspectives d'emploi, les possibilités de trouver un partenaire sexuel, rien de moins. C'est un sondage qui est mené par la Fondation canadienne pour la recherche capillaire. Déjà, j'ai 18 drapeaux rouges qui ont été dressés. Bon, d'une part, on parle d'un sondage qui est fait, qui n'est pas publié scientifiquement. Fait que on peut s'attendre à ce que les questions peuvent être aussi très biaisées derrière ça. Là, la première question que je regarderais, c'est qui finance la Fondation canadienne pour la recherche capillaire? Notre enquête a révélé que la Fondation a obtenu du financement. La Fondation canadienne pour la recherche capillaire, je veux dire, bien sûr que ils sont, leur objectif, c'est de faire de la recherche capillaire. Donc, je veux dire, bien sûr qu'ils vont chercher à comprendre si réellement les cheveux sont importants dans la société ou pas. Et bien sûr qu'il y a un risque de biais, en fait, dans les questions qu'ils vont poser, effectivement. Après, quand tu regardes l'expérience des hommes qui perdent leurs cheveux, elle peut être très variable. Certains hommes, ils vont perdre leurs cheveux,
ils vont se raser et il n'y a absolument rien qui va changer dans leur vie. Ils vont avoir tout autant de succès avec les femmes, tout autant de succès au travail, etc. Personnellement, que je sois rasé ou pas, ça ne change absolument rien dans ma vie. À part que quand je suis rasé, je me sens un petit peu plus libre, parce que du coup, j'ai moins peur du vent et de la pluie, et j'ai moins peur d'aller me baigner au lac, sans me soucier comme ça de comment sont mes cheveux quand je sors de l'eau. Donc, mis à part ça, il n'y a absolument rien qui change dans ma vie. Voilà. C'est peut-être pas l'expérience de tous les hommes. Peut-être que on va me dire, ouais, mais toi, c'est parce que ton visage, il a telle ou telle forme, c'est parce que tu as un physique comme ci, c'est parce que tes yeux, ils sont comme ça. Chacun est comme il est. Si toi, tu considères que tes cheveux ont de l'importance, bah oui, traite ta calvitie. Moi, mes cheveux, pour moi, ils ont de l'importance. Bien que ça ne se voit pas forcément, je continue de traiter ma calvitie, même si j'ai décidé de me raser, comme je dis, je l'expliquerai plus tard dans une prochaine vidéo, mais ça sert à rien d'être dogmatique et de se dire calvitie bien ou pas bien, tu vois, ça va dépendre de chacun, et puis il y a un spectre. Effectivement, moi je pense sincèrement que la raison pour laquelle la calvitie peut impacter les perspectives de travail, c'est avant tout parce que quand tu perds tes cheveux, ça va avoir un très gros impact sur ta confiance en toi. Et on sait que la confiance en soi, c'est capital pour tout en fait. Que ce soit pour séduire, que ce soit pour trouver un emploi, pour savoir se vendre en fait, tout simplement. Parce que la confiance en soi, c'est connaître sa valeur. Et lorsque tu connais ta valeur, tu es beaucoup mieux capable de te vendre. Et dans la vie, en fait, chaque discussion que tu vas avoir, que ce soit pour séduire, pour trouver un taf, c'est de la vente en fait. Tu veux conclure une vente, tu vois. Tu veux quelque chose de la part de quelqu'un d'autre, et toi, en sachant ce que toi tu as à apporter en échange, tu vois. Donc plus tu es confiant dans ce que tu as à apporter, et plus tu auras de la facilité à demander ce que tu veux obtenir en retour, tu vois. Et si tu perds tes cheveux et que ça impacte ta confiance en toi, peut-être que tu ne seras plus trop conscient de ta valeur en tant qu'individu, et ça va impacter tes perspectives d'emploi. Pas juste le fait d'avoir moins de cheveux. C'est beau quand même ce que je raconte. Franchement, pour ceux qui ont tenu jusqu'à 50 minutes, les gars, je vous drop des pépites là. Allez, on continue. De Merck. Les experts cités dans les articles ont aussi reçu de l'argent de la pharmaceutique. Et les statistiques mentionnées, elles sont issues de sondages payés par Merck. Ces reportages encouragent les lecteurs à visiter le site web de la Fondation, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais en fouillant dans les archives, on a retrouvé les brochures d'information qui étaient disponibles à l'époque. Quand on regarde le pamphlet en question, on voit qu'il parle donc de Propecia, sans parler des risques, et que le fichier s'appelle Merck-77. Qu'est-ce que ça révèle pour vous, ça? Moi, si je suis un patient, je reçois ce type de pamphlet, j'ai l'impression qu'on me donne une information non biaisée, médicale, sérieuse. Mais en fait, on a ici un avis pour faire la promotion d'un produit, peu importe les conséquences qui viennent avec. À ce niveau-là, ça a toutes les formes d'une publicité qui ne devrait pas être légale, en tout cas pas au Canada. Mais ça, je suis absolument d'accord. Je suis absolument d'accord sur le fait qu'on ne devrait pas faire de publicité pour un traitement médicamenteux. Et le fait est que bien sûr, lorsque tu es l'entreprise qui développe un médicament, forcément on va toujours se demander si ton avis par rapport au médicament que tu développes est biaisé. Mais le fait est que maintenant, il y a des versions génériques du finastéride, et il y a des études qui sont faites par des parties externes sur le finastéride, et les résultats sont les mêmes. La tolérabilité est tout aussi bonne, les résultats sont tout aussi bons que pour les études faites par Merck elle-même. Donc, est-ce que réellement on peut dire que les résultats de Merck sont biaisés? Non, absolument pas. Absolument pas. Enfin, en tout cas, c'est très peu probable qu'ils soient biaisés, parce que ça fait très longtemps que Merck n'a plus le brevet sur le finastéride, sur la molécule, et les études indépendantes démontrent les mêmes résultats en termes de risque et de gains, en fait, de bénéfices. Hi, I'm Jane, your new neighbor. C'est Do you have très sugar drôle. by any chance? Ce marketing a porté fruit. Depuis près de 30 ans, les taux de prescription du finastéride ont explosé. Wait, your sugar. Et donc, le nombre d'hommes qui disent souffrir du syndrome post-finastéride a lui aussi augmenté.
C'est juste statistique. Donc après, c'est peut-être une minorité des gens qui ont le post-finasteride syndrome, mais si demain, t'as 25% de la population qui en prend, il va y avoir un problème. Au retour, des centaines de poursuites. Si j'avais su, je n'en aurais pas pris. Je n'aurais pas vécu ces 2 années sombres. Je ne serais pas confronté à ces effets indésirables encore aujourd'hui. Là, on rentre dans l'aspect dark de la question. Hein. Les poursuites judiciaires. I was at a concert in my last year at university, and it was pouring rain. And I went to the bar and kind of dried myself off with paper towel in the bathroom, and I noticed that, like, that's kind of the first time I noticed that I was losing a bit of hair, and I was like, huh. I'm Tom, and I took Propecia years ago, back in 2011, so it's been more than a decade. There wasn't anything on the internet at that point about post-finasteride syndrome, about long-term side effects, about the severity of the side effects. And I asked my doctor, and he said that there's nothing to worry about. It'll, like, if you do have any side effects, which are very unlikely, then they'll stop as soon as you stop the medication. Absolument. I totally lost my sex drive. I didn't feel like going out and being with friends. I lost all my motivation at work. I just entered this horrible, deep, dark depression that was unlike anything else I've ever experienced. It was like a black pit that you were just sucked into and you couldn't do anything about. Tom fait partie des hommes qui cherchent à obtenir réparation pour les préjudices qu'ils y avoir subis à cause du Propecia. You are part of a class action lawsuit against Merck, the company that makes Propecia. Depuis 2011, dans plusieurs pays, des centaines de patients ont intenté des poursuites contre la pharmaceutique. Une dizaine de ces victimes lancent une procédure. Depuis 2011. 2011, qui est l'année, je le rappelle, où Merck a ajouté sur la notice d'emballage les effets secondaires de dépression, etc., les risques de suicide, l'augmentation de risques de suicide. Donc c'est quand même drôle que dès le moment où ils ajoutent ça sur la notice d'emballage, d'un coup, il y a plein de poursuites judiciaires à l'attention de Merck, et écoutez bien ce qui se passe ensuite. Judiciaire parle d'un traitement qui leur a ruiné la vie. שמשתמשי פרופסיה על כך שחלק מתופעות הלוואי הם דיכאון חמור עד כדי אובדנות בעקבות שימוש שלהם. Au cœur de ces litiges, des allégations que Merck savait depuis le début des années 2000 que les effets indésirables du finastéride pouvaient persister après l'arrêt du traitement. En 2008, la Suède impose à la pharmaceutique de modifier la monographie de son produit. Plusieurs pays d'Europe emboîtent le pas. Mais au Canada, on mettra plus de 3 ans à partager cet avertissement. I was and am still extremely angry at the company that produces finasteride for knowing that regulators in Sweden had said, you need to put these warnings on the label. They knew about that when I started taking the drug, but it wasn't on the label in Canada, it wasn't on the label in the United States, it wasn't on the label in England. And if I had known, I wouldn't have taken it. And I wouldn't have had those 2 unbelievably dark years. I wouldn't still be dealing with the side effects today. J'ai de la peine à comprendre parce que ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de rechercher et j'ai pas trouvé de preuves tangibles que Merck était déjà au courant des effets secondaires persistants du finastéride avant que ce soit ajouté sur la notice d'emballage, justement pour des raisons de litige. Donc je comprends pas trop d'où ils tirent ces informations-là, et je sais qu'ils vont en parler plus tard, mais j'ai vraiment rien trouvé. Alors peut-être que Radio-Canada a des informations auxquelles je n'ai pas accès, c'est possible, parce que je ne suis qu'un privé, je ne suis qu'un citoyen lambda, eux c'est une grande chaîne de médias, donc je sais pas. Mais en tout cas, c'est très perturbant, cette partie-là. Une des poursuites aux États-Unis était une consolidation de plus de 1100 recours individuels. Voilà. Cette histoire a été réglée à l'amiable. En 2018, Merck a payé 4,3 millions de dollars américains aux plaignants qui ont accepté 4,3 millions de dollars aux 1500 ou 1000 plaignants qui ont porté plainte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, les plaignants? Attendez. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les plaignants? Les détails ont été mis sous scellé, jusqu'à ce qu'un média américain fasse une découverte fracassante. Ah merde. Mis sous 2018, Merck a payé 4,3 millions de dollars américains aux plaignants qui ont accepté l'entente. Ils ont accepté l'entente. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ils n'ont plus refait surface. Alors, si moi je suis atteint de post-finasteride syndrome et je sais que ma vie elle est ruinée, est-ce que c'est juste de l'argent qui va m'empêcher de continuer d'essayer de faire passer le message par bienveillance ou par rage envers l'entreprise? Qu'est-ce que je recherche, moi, en tant que patient qui suis atteint d'effets secondaires persistants? Est-ce que j'en cherche de l'argent ou est-ce que je cherche à faire tomber cette entreprise? Et surtout, l'autre question, c'est est-ce que les autres personnes qui voient que ces personnes-là
ces 1000 plaignants ont reçu à eux entiers, donc pas chacun, hein, mais en tout 4,3 millions de dollars. Et qu'est-ce qui va se passer dans la tête de certaines personnes en voyant ça? Ah tiens, je peux gagner de l'argent en accusant une grande entreprise si j'arrive à faire en sorte que le mouvement soit assez grand. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais fonder peut-être une association qui s'appelle le Post-Finasteride Syndrome. Peut-être que je vais en parler sur les réseaux et créer une pétition. Ouais. Enfin bon. Après, on va me traiter moi de complotiste, mais par contre, quand on entend ce genre de documentaire où on voit, ouais, Merck a créé une maladie, alors que c'est un problème qui existe déjà depuis bien longtemps, depuis bien avant même que Merck existe, bon, voilà. Hein. On s'est compris. Jusqu'à ce qu'un média américain fasse une découverte fracassante. En 2019, un journaliste de Reuters a obtenu une foule de documents reliés à cette poursuite. Des courriels écrits par des employés de Merck au début des années 2000 suggèrent que la sécurité du Propecia est présentée de façon trompeuse. La statistique qu'on voit sur la monographie du produit, c'est que dans la 5e année des essais cliniques, chaque effet indésirable sexuel n'avait affecté que 0,3% des hommes. Mais ce qui est décrit ici suggère que pour arriver à un chiffre aussi bas, Merck a écarté des résultats tous les hommes qui avaient quitté l'essai clinique en raison d'effets secondaires sexuels. La pharmaceutique avait constaté à ce moment-là qu'il y avait des gens qui avaient des effets indésirables persistants, mais ce qui est allégué ici, c'est qu'ils auraient choisi de ne pas alerter le public. Alors, en réalité, la seule information que j'ai eue, c'était par l'intermédiaire d'un autre youtubeur calvitie qui s'appelle Hair Café, qui d'ailleurs est, fun fact, le youtubeur qui a inspiré mon nom de chaîne. Alors au début, je voulais parler de muscu, puis ensuite j'ai fait une vidéo sur le minoxidil qui a cartonné, on va dire, en comparaison avec mes autres vidéos, et là je me retrouve à parler de calvitie, bon bref. Mais Hair Café avait parlé de ça dans une de ses vidéos en disant que Merck avait effectivement constaté qu'il y avait certaines personnes qui avaient des effets persistants, mais selon eux, ils n'étaient pas dus au finastéride. Parce que, il y avait aucun moyen de prouver que c'était dû au finastéride. Et surtout, c'était extrêmement rare. Après, là, on parle de témoignages d'anciens employés, si j'ai bien compris, de Merck, ou bien d'employés de Merck, mais est-ce que réellement... Enfin, je veux dire, comment est-ce qu'on peut être certain que ces personnes-là n'ont pas forcément comment dire, en anglais on dirait un agenda, mais en français je sais pas comment, je sais que je passe pour un gros connard en mode mais je sais comment on dit en anglais mais pas en français, mais bref, on s'est compris, peut-être que ces personnes-là, ils ont des motivations personnelles d'accuser Merck, peut-être à des fins, on va dire, financières, peut-être qu'ils sont biaisés par leur appartenance à certains groupes. On n'en sait absolument rien, parce qu'on n'a aucune information sur les personnes qui témoignent. On ne sait absolument rien, et c'est vraiment, enfin, je veux dire, c'est facile de venir faire des témoignages, mais après, c'est autre chose de vraiment aller voir les faits, et effectivement, le fait d'avoir écarté les personnes atteintes d'effets secondaires qui ont quitté les études, forcément que ça va faire baisser légèrement les stats, mais après, 0,3% au bout de je sais plus combien de temps, c'est de toute façon extrêmement bas, et même s'ils avaient gardé toutes les personnes qui ont eu des effets secondaires et qui ont quitté l'étude, ça resterait extrêmement bas, de toute façon, parce que, de base, les effets secondaires, enfin le pourcentage de personnes qui ont quitté l'étude pour des effets secondaires est déjà extrêmement bas. Concernant ces hommes qui ont développé des effets indésirables persistants, nous ne savons donc pas s'ils se sont rétablis ou non. Pour mieux comprendre ces statistiques d'innocuité, nous avons fait appel à l'endocrinologue Michael Irwig, qui a publié plusieurs études sur les effets indésirables du finastéride. Le voilà, La vérité, c'est que nous n'avons pas vraiment de données fiables sur l'incidence des... Donc lui, c'est vraiment le faillot du post-finastéride syndrome. Hein. Je crois que c'est même le chercheur, on va dire, principal du PFS Network. Mais enfin bref, franchement, niveau de biais là, il n'y a pas plus biaisé que lui face au post-finastéride syndrome. Hein. Donc à prendre avec des pincettes, hein, tout ce qu'il dit. Faits indésirables sexuels persistants. Une étude qui ne porte que sur, disons, 1000 ou 2000 personnes qui prennent un médicament ne nous révèle pas l'ensemble de son profil de sécurité.
Ce n'est qu'une fois qu'il a été prescrit à des centaines de milliers, voire des millions de personnes que l'on peut vraiment connaître son innocuité. Et parfois, nous découvrons des effets indésirables rares. Mais donc, si le 0,3% d'effets secondaires sexuels ne tient pas la route, est-ce qu'on sait quel pourcentage des hommes pourraient être affectés? Nous ne connaissons pas l'incidence exacte. Mais laissez-moi vous donner une analogie. Imaginez que vous devez prendre un vol demain et qu'il y ait 100 avions qui décollent ce jour-là. Maintenant, supposez que je vous dise qu'un de ces avions va s'écraser et que tous les passagers à bord vont mourir. Est-ce que vous monteriez quand même à bord de votre vol? Certains diront qu'une chance sur 100, c'est un risque minime qu'ils sont prêts à prendre, mais d'autres jugeront que le risque est trop sérieux, car la conséquence pourrait être la mort, et ils vont annuler leur vol. Donc, même si on ne connaît pas l'incidence exacte, c'est un peu comme ça que je l'explique. Mais quel est le rapport? Alors, peut-être que je suis biaisé, parce que forcément, ce mec-là m'énerve, mais quel est le rapport, en fait? Je vois pas... Franchement, dites-moi en commentaire si quelque chose m'échappe. Enfin, j'aime à croire que je suis un minimum clairvoyant et que j'ai une capacité d'analyse, quand même, un minimum. Mais là, je vois pas le rapport entre la question qui lui a été posée. Donc en fait, si je comprends bien, lui, ce qu'il veut prétendre, c'est que on ne peut pas connaître l'incidence réelle du finastéride, l'incidence réelle des effets secondaires du finastéride, parce que pas tous les hommes prennent du finastéride. Mais du coup, on peut quand même connaître l'incidence des effets secondaires du finastéride en regardant le nombre de personnes qui ont des effets secondaires en prenant le finastéride. Donc vraiment là, je suis désolé, mais ce qu'il raconte, ça n'a absolument aucun sens. Voilà, dites-moi en commentaire si j'ai loupé quelque chose, encore une fois, mais pour moi là, son intervention dans ce documentaire n'a apporté absolument aucune valeur. Voilà, c'est un petit peu violent. Je suis désolé pour Monsieur Irwig, Dr Irwig. Je pense bien que voilà, il a aussi une famille à nourrir, il a ses propres convictions. Je pense que ça ne doit pas être une mauvaise personne, mais là je suis désolé, mais ça n'a aucun sens ce qu'il raconte. Bref. En 2015, des chercheurs ont analysé une trentaine d'études cliniques sur le finastéride pour la perte de cheveux. Ils ont découvert que plus de la moitié de ces études avaient été financées par les pharmaceutiques et ont conclu que les résultats semblaient systématiquement biaisés et de piètre qualité. Il y a des leaders d'opinion dans le domaine de la dermatologie qui ont publié de nombreuses études sur la perte de cheveux. Certains de ces... Alors, c'est marrant qu'il parle d'études biaisées, parce que quand on regarde les études qui ont été menées par Irwig et ses équipes, on voit que c'est à chaque fois, de 1, avec des personnes qui sont piochées dans les forums qui parlent de post-finastéride syndrome, donc c'est des personnes qui de toute façon prétendent être atteintes de post-finastéride syndrome. De 2, il n'y a jamais de groupe contrôle, donc il n'y a jamais de groupe de personnes qui prennent de finastéride et qui n'ont pas d'effets secondaires, et des personnes qui prennent pas de finastéride et qui ont les mêmes symptômes que les personnes qui ont pris du finastéride dans le passé et qui ont du post-finastéride syndrome. Donc ces études sont de toute façon sont tout simplement de piètre qualité, comme il le dit par rapport aux études de Merck, visiblement qui sont de piètre qualité, même si je n'en crois pas un mot. Et bien là, des études sur le post-finastéride syndrome avec ni groupe contrôle qui prend du finastéride et qui n'a pas d'effet secondaire, ni groupe contrôle qui a pris du finastéride dans le passé et qui n'a pas d'effet secondaire persistant, et ni groupe contrôle de personnes qui n'a jamais pris de finastéride et qui a des effets similaires au post-finastéride syndrome, et bien ça je suis désolé, mais ce sont également des études de piètre qualité. Je m'enflamme. ont des conflits d'intérêts financiers avec Merck. Ils ont reçu de l'argent de Merck pour donner des conférences ou mener des recherches. Ils ont souvent omis de divulguer ces conflits dans leurs propres publications, qui ont tenté de minimiser ma recherche. Et si tout ça faisait partie de la marche à suivre pour commercialiser un produit pharmaceutique? Ça serait gros quand même. On ne crée pas un succès commercial sans avoir notre compagnie de relations publiques qui organise le discours, qui organise l'information autour de la molécule. Ma compagnie de relations publiques va organiser une série d'articles qu'elle va produire souvent par elle-même, qu'on va rédiger nous-mêmes, on fait donc du ghostwriting. Ensuite, on va magasiner quel chercheur on va demander pour mettre son nom dessus de l'article, et on publie l'article. On sélectionne les messages qui favorisent notre produit, et ceux qui ne favorisent pas notre produit, bien, on n'en parle pas tout simplement. Ça, les effets indésirables, on va essayer de les garder cachés le plus possible. Donc, on se retrouve avec souvent une littérature scientifique qui n'est pas fausse au niveau de certains bénéfices, mais qui est souvent biaisée parce qu'elle ne dit pas tout, parce qu'on n'a pas accès à toutes les données. Merck a décliné notre demande d'entrevue. Elle nous a référé à Organon, l'entreprise à laquelle elle a cédé son médicament Propecia en 2021. Cette pharmaceutique nous a répondu que Santé Canada avait mené un processus d'approbation minutieux et que le produit était sécuritaire. Quant aux hommes que nous avons interviewés... Donc, conclusion, tout ce qu'on nous raconte depuis 30 minutes, c'est du bullshit.
vu que jusqu'en 2013, effectivement, oui, le finastéride avait le brevet de la molécule, visiblement, et puis ensuite, suite à ça, la molécule a été testée par des parties qui n'étaient plus biaisées, et les résultats étaient les mêmes. Donc, conclusion, ce documentaire n'a pas lieu d'être, en fait. Enfin, je veux bien... Alors, moi, je trouve, honnêtement, je trouve ça dommage parce qu'on est passé à côté. Moi, je trouve que ce documentaire est extrêmement bien réalisé. Mais le problème, c'est qu'il passe à côté de la vraie problématique dans cette situation, c'est que les patients de post-finastéride syndrome ne sont pas pris en charge correctement par leur médecin. Ils sont unanimes pour dire qu'ils n'ont pas consenti de façon éclairée au risque du finastéride. Plusieurs déplorent ne pas avoir été avertis des effets indésirables persistants, d'autres disent avoir été bernés par les nombreuses études qui vantent les bienfaits du finastéride. For me, this isn't the case for everyone, but the sexual side effects for me have mostly been corrected, with the exception of infertility. So I'm still infertile, I still deal with depression and motivation, and I feel like I'm never going to see justice for this. I had a piece of me taken away by a drug company when they knew that could happen, when they didn't inform me, and that I'll never get back. Au retour, quand la calvitie rencontre les réseaux sociaux. J'ai écouté de nombreuses vidéos YouTube sur la perte de cheveux qui faisaient l'éloge du finastéride. Le 9 septembre, sans le savoir, j'allais prendre la pire décision de ma vie. Bon là, si vous voyez que c'est aussi dramatique, c'est parce que c'est un acteur qui récite ce texte. Voilà. C'est extrêmement profond et tout, mais... En août 2020, j'ai remarqué que je perdais beaucoup de cheveux. La perte était excessive, puis il m'a fait paniquer. J'ai commencé à chercher des solutions en ligne. Il y a un homme en particulier, Mark Turner, dont l'histoire nous a renversés. Nous avons demandé à un acteur de nous lire son témoignage. J'ai écouté de nombreuses vidéos YouTube sur la perte de cheveux qui faisaient l'éloge du finastéride. J'ai même lu une étude de dermatologue qui suggérait que le syndrome post-finastéride était un trouble délirant induit par une hystérie collective. Oui, il y a une étude effectivement qui démontre, qui appuie l'hypothèse que le post-finastéride syndrome pourrait être une espèce d'hystérie collective, enfin même si hystérie vient en réalité du terme utérus, donc ça considérait plutôt, ça concernerait plutôt les femmes, mais donc on pourrait dire une espèce de panique collective et que c'est juste un symptôme psychosomatique. Et effectivement, personnellement, je suis également de cet avis-là que le post-finastéride syndrome, au final, c'est une espèce de pathologie qu'on a inventée et que maintenant on appuie avec les réseaux sociaux et que au final, le plus grand facteur de risque pour développer des effets secondaires du finastéride et en particulier des effets secondaires persistants du finastéride, et bien au final, c'est les réseaux sociaux. Voilà. Ce syndrome-là existe, c'est extrêmement rare et c'est pas un grand risque. Le 9 septembre, sans le savoir, j'allais prendre la pire décision de ma vie. En septembre 2020, l'Ontarien Mark Turner commence un traitement de finastéride. Il ressent rapidement des effets indésirables qu'il confie à sa mère. And he thought, okay, maybe this drug is not good for me. I'm going to go totally off. He was very tired. He's fatigued. He said, I'm going to work. I feel like a 90-year-old man. Insomnia, tinnitus, very bad tinnitus that would not go away. But his doctor was very much saying, there's no way, Mark. This drug would not do that. You're off the drug. There should be no problem. Désemparé, Mark se tourne vers les forums en ligne où des milliers d'hommes qui disent ressentir les mêmes symptômes s'offrent du soutien. Ce que je disais depuis avant. J'ai lutté de toutes mes forces pour faire face aux symptômes débilitants qui détruisent ma vie. Je peux plus exercer le métier que j'aime et pour lequel j'ai tant travaillé. J'ai dû retourner vivre chez mes parents pour obtenir du soutien, mais me voir souffrir en permanence les affecte beaucoup. I miss my friends. I miss my job. I can't go on like this. The torture is unrelenting. I can't fall back asleep. My mind is racing. Nobody understands. I am alone. Mark Turner s'est enlevé la vie en avril 2022. Dans un cri du cœur publié sur Internet, il étale ses souhaits. Conscientiser les gens aux effets potentiellement persistants du finastéride et les mettre en garde face aux nombreux acteurs en ligne qui minimisent ces risques. Donc c'est vraiment ça le problème, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est que les médecins ne prennent pas au sérieux... Voilà, le focus n'est pas bon. Voilà. Les médecins ne prennent pas au sérieux les patients qui viennent se plaindre de troubles comme ça, en fait. Et cette espèce de déni comme ça de la part des médecins
fait que les patients se sentent seuls, se sentent pas écoutés, se sentent pas pris en considération, comme s'ils étaient fous. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ben, si le médecin, qui est censé être, on va dire, la figure un peu au même titre qu'un psychologue, où tu sais, normalement, tu es censé pouvoir parler de tout avec ton médecin sans qu'il te juge. Si tu vois que ton médecin ne va pas dans ton sens, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te tournes vers les réseaux. On a exactement les mêmes problèmes avec les personnes transgenres. On a exactement le même problème avec l'avortement. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Mais vous voyez où je veux en venir. Et puis, pareil pour les hommes. Alors ça, disons que c'est un sujet sur lequel je suis un peu plus calé, donc sur lequel je peux un peu plus parler. Les hommes qui se dopent, alors personnellement, je me suis jamais dopé. Enfin, on peut dire que peut-être, vu que je prends du finastéride, et que le finastéride augmente la testostérone, peut-être que du coup, je suis dopé, on sait pas. Mais bon, il augmente la testostérone de 15%, c'est pas suffisamment significatif pour causer des effets vraiment sur la performance. Mais bref, je me suis jamais dopé, mais j'avais fait un travail de maturité quand j'étais au gymnase, au lycée pour les Français, sur les stéroïdes. Et effectivement, l'un des problèmes avec les stéroïdes, c'est tout ce marché noir qui est là. Et pourquoi est-ce qu'il y a ce marché noir? Parce que des fois, quand un bodybuilder va aller chez son médecin pour demander une prescription pour des stéroïdes, parce que les stéroïdes sont des médicaments, et que le médecin refuse de lui prescrire ces médicaments, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers Internet. Et malheureusement, on est dans une ère où Internet est tellement saturé d'informations et d'échanges que quoi que tu veuilles trouver sur Internet, tu vas le trouver. Que ce soit pour l'information et également pour les communautés. Si tu veux trouver si tu veux avoir un sentiment d'appartenance à telle ou telle communauté, tu cherches sur Internet et tu vas trouver la communauté à laquelle tu cherches à appartenir. Tu vois? Donc, et surtout, Internet a vraiment donné la possibilité aux gens de se réunir. Non, je recommence. Internet a permis, en fait, à des personnes qui partagent les mêmes opinions de se retrouver. Et ce, à une échelle beaucoup plus grande que lorsque tu rencontres des gens comme ça dans la rue ou dans un bar, tu vois. À l'époque, peut-être qu'on se retrouvait à une dizaine de personnes à penser de la même manière et tout. Là, maintenant, tu peux trouver une communauté de 1000 personnes qui pensent comme toi, et du coup, tu as l'impression que c'est ça la réalité. Alors que pas forcément. Parce que l'échelle est complètement défaite. Voilà. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Je commence à être fatigué. Cette vidéo, elle commence à me fatiguer. Ça fait déjà 1h17 que je parle, mais je suis sûr que la plupart ont compris ce que j'essaie de raconter. Et comment un patient peut-il consentir de façon éclairée à un médicament s'il n'y a pas toutes les bonnes données pour faire l'évaluation risque-bénéfice? Je savais certainement pas ce à quoi je m'exposais. Et la plupart des médecins l'ignorent aussi. Mais contrairement au cas de Romain, affaire quasi identique qui a été très médiatisée en France, l'histoire de Marc n'a fait aucun remous au Canada. Les médecins ne l'ont pas cru, les médias n'en ont pas parlé. La famille Turner s'est sentie laissée à elle-même. And he said, I wish it was cancer. Mark, that's a terrible thing to say. And he said, but you don't understand. There's compassion for cancer patients. Ouais. He said, no one believes, no one understands. There's no compassion for patients of PFS. Vous voyez ce que je veux dire maintenant. L'année suivant la mort tragique de Marc, Santé Canada exige que les monographies du finastéride fassent état des risques de dépression, d'automutilation et d'idées suicidaires. L'agence réglementaire a parfois tardé à mettre en garde le public des effets indésirables rapportés de ce médicament, notamment quant au risque de troubles sexuels persistants. Un retard critique, alors que la popularité du finastéride ne cesse d'augmenter, propulsée par l'arrivée de versions génériques du produit. This is finasteride. It's one of the most powerful medications that we have to combat male pattern hair loss. I think it is the absolute best le GOAT. hair loss. Sur le web, une foule d'influenceurs, comme ceux qui ont séduit Mark Turner, chantent les louanges du finastéride. Et certains tournent ces risques au ridicule. Communities where you see the most incel rage against finasteride are online communities that also promote other conspiracy theories like moon landing denialism, 9/11 truthism, cholesterol denialism, lizard people and Jewish space lasers. La montée de ces vidéos. Bon, lui c'est un malade. Hein. il est vraiment assez extrême dans sa position sur le finastéride. Je pense pas être aussi extrême que lui. Je pense qu'effectivement il y a des gens qui expérimentent, qui ont des effets secondaires. Et puis je pense que honnêtement, je pense que le post-finastéride syndrome existe, mais je pense pas qu'il soit dû au finastéride.
je pense que c'est un groupe de personnes qui expérimentent des troubles, certes pour la plupart similaires, mais leurs troubles ne sont pas dus à la cause qu'ils pensent être. Mais c'est juste que c'est des personnes qui, on va dire leur point commun, en plus des troubles qu'ils ont, c'est le fait qu'à un moment donné dans leur vie, ils ont pris du finastéride, et encore aujourd'hui, ils pensent que le finastéride est à l'origine de leurs troubles, alors qu'en réalité, probablement pas en fait. Coïncide avec l'essor de sites de télémédecine consacrés à la santé des hommes. Et bien que ces sites soient légaux, notre enquête montre qu'ils tournent parfois les coins ronds. Avec l'aide d'un complice journaliste, nous avons testé 3 sites canadiens, Jack, Rocky et Essential Clinic, qui offrent des versions génériques du finastéride. Peux-tu nous décrire un peu le processus d'obtention de ces médicaments? Dans les 3 cas, on m'a demandé simplement de remplir un bref questionnaire en ligne sur mon état de santé, de fournir une pièce d'identité et des photos de mes cheveux. Qui sont pas du tout classonnés. Oui, mais malgré tout, on m'a prescrit en à peine quelques heures. J'ai reçu ces 3 ordonnances-là pour du finastéride sans avoir à parler à qui que ce soit. Et dans 2 des cas, même, ça avait été facturé avant même que l'ordonnance soit approuvée. OK, et pour Jack, on a prétendu que tu avais des antécédents de dépression. Pour Rocky, on a dit que tu avais des troubles de libido. On a cru que ça mènerait à des questions un peu plus rigoureuses de la part des prescripteurs. Est-ce que c'était le cas? Non, pas du tout. Pas du tout. Est-ce que tu as eu des mises en garde? Chez Essential Clinic, on m'a envoyé un document PDF que j'aurais pu choisir de ne pas ouvrir du tout, mais qui ne mentionne pas les risques de pensée suicidaire ou de dépression. Chez Jack, c'est un bref message de pharmacien que j'ai reçu, mais qui ne contient pas non plus de mise en garde sur des effets psychiatriques. Et pour Rocky, il n'y a pas non plus de mention de risque d'effet baisse. Confronté au constat de nos... Effectivement, je suis d'accord que c'est un problème. D'ailleurs, franchement, toutes ces entreprises, tous ces magasins en ligne de pilules, alors là je parle de finastéride par voie orale, c'est effectivement dangereux parce que les personnes qui vont aller acheter ces trucs, en général, ils vont pas forcément avoir accès à l'information nécessaire avant de passer ce pas. Après, je pense que le plus gros problème, c'est pas forcément la facilité de s'en procurer, parce qu'au final, quand tu vas chez ton médecin, c'est tout aussi simple, juste tu vas, bonjour, voilà, alors moi j'aimerais une prescription pour du finastéride, il te prescrit le finastéride, tu vas à la pharmacie, fin de l'histoire, tu vois. Donc, en fait, c'est limite plus facile d'avoir du finastéride chez son médecin que dans ces cliniques téléhealth, en fait. Ça, honnêtement, je considérerais plus ces cliniques-là comme des derniers recours si ton médecin il n'a pas envie de te prescrire le finastéride parce que justement il s'est fait avoir par toute cette propagande anti-finastéride. Mais en fait, le vrai problème avec ces cliniques de téléhealth, c'est que, effectivement, comme ils le disent si bien, il n'y a pas de vrai suivi médicalisé. C'est-à-dire qu'on va te vendre ce traitement comme si c'était un bête complément alimentaire, mais ça reste un médicament. Et c'est pas pour rien si la version orale, elle est vendue uniquement sous prescription médicale. La version par voie locale, c'est un petit peu une zone grise. Tu peux l'avoir sans prescription parce que en général, le finastéride par voie locale a beaucoup moins de risques d'effets secondaires que par voie orale. Et puis, vu que ce mode d'application n'a pas été approuvé par la FDA, tu peux en trouver sans prescription sur Internet. Mais pour ce qui est de la version orale, c'est quand même mieux d'avoir un suivi médicalisé parce que c'est quand même un médicament que tu prends, que tu mets dans ton corps en fait. Donc voilà. Donc le problème c'est pas le finastéride, c'est le manque de suivi en fait, c'est surtout ça le problème. Les représentants de ces compagnies nous ont dit respecter toutes les normes requises et offrir un service sécuritaire. On observe actuellement à une grande commercialisation de la santé. À chaque fois que je me logue sur des réseaux comme Facebook, je suis ciblé moi-même et on cherche à vendre un produit ultimement. Mais oui, j'ai l'impression qu'on banalise beaucoup l'usage de cette médication-là en disant que c'est rare comme effet secondaire et que comme si ça n'existait pas vraiment. Vous êtes entre vous et votre ordinateur, on vous dit un discours, vous gobez le discours, vous dépensez votre argent et vous avez zéro information par rapport au risque réel que peut avoir le produit sur votre santé. Santé Canada a un rôle à jouer, c'est son rôle, c'est son mandat, qu'elle n'applique pas. Et je crois qu'une des leçons qu'on doit garder de ça, c'est que Santé Canada doit se mêler du discours en ligne qui est fait au niveau de ces produits-là. Santé Canada a refusé notre demande d'entrevue. Ils soulignent qu'ils ont communiqué à maintes reprises de nouveaux avertissements quant au risque du finastéride et que c'est aux médecins d'en informer les patients. Voilà. Pendant ce temps, plusieurs pays d'Europe continuent d'avoir une longueur d'avance pour avertir le public des dangers potentiels du finastéride. Donc, la revue Prescrit est une revue française qui émet de la guidance aux prescripteurs en France pour savoir quels sont les bons traitements et quels sont les traitements à éviter. Et depuis 2019, la revue Prescrit recommande que le finastéride fasse partie des médicaments qu'on ne prescrit pas, surtout pas, en tout cas pour la perte de cheveux, en raison des effets secondaires graves et persistants qui peuvent survenir.
Voilà, encore une fois, sans aucune preuve de la gravité ni de la persistance des effets secondaires. Enfin bref. Tout ça pour dire que malheureusement, on vit dans une ère où n'importe qui, même le plus sombre des imbéciles, a une voix. Après, certains vont considérer que moi, je suis un sombre imbécile et que je devrais pas avoir la capacité de m'exprimer comme ça librement sur Internet. Mais voilà, le fait est que sur les réseaux, comme je l'ai dit, on peut trouver tout et n'importe quoi, et surtout, on peut trouver n'importe quelle information qui confirme nos propres croyances, en fait, nos propres biais. Et c'est ça le plus gros problème avec le finastéride, c'est que il y a cette espèce de propagande anti-finastéride, ce post-finastéride syndrome, etc. On n'a pas de post-dutastérid syndrome, parce que le dutastérid, c'est un médicament qui est principalement prescrit pour l'hyperplasie bénigne de la prostate, donc en général qui vise un public un petit peu plus âgé, puis il est moins connu. Mais par exemple, en Corée, il est approuvé pour traiter la perte de cheveux chez l'homme. Et même s'il est approuvé dans certains pays comme la Corée pour traiter la perte de cheveux, on n'a jamais entendu parler de post-dutastérid syndrome. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué de savoir, est-ce que c'est parce que c'est le finastéride qui est une molécule particulière qui cause ça, ou est-ce que c'est une panique qui a été générée par les réseaux sociaux, et peut-être que y a derrière ça une motivation comme ça de se faire de l'argent via les procès. Enfin bref, tout ça, ça reste à prendre avec des pincettes selon moi. Je pense que ce documentaire a complètement loupé en fait le message principal qu'il aurait dû envoyer, qui est que les médecins devraient prendre au sérieux les patients en fait qui viennent se plaindre d'effets secondaires persistants, non pas en disant « Ah ok, oui, alors effectivement, le post-finastéride syndrome existe, le finastéride a des effets permanents », mais plutôt en disant « Ok, tu as ces effets-là, très bien, je te crois, on va faire des tests et on va voir qu'est-ce qui est vraiment derrière ces effets. Peut-être que c'est le finastéride, peut-être que c'est autre chose, et puis là, en faisant les tests nécessaires, on voit que c'est autre chose, et on traite la véritable cause, et tout se passe comme sur des roulettes, tu vois. Mais le problème, c'est que si les médecins ne font pas ça, que font les patients? Ils se tournent vers les réseaux sociaux, et c'est là que la catastrophe commence. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mon analyse. N'hésitez pas à venir compléter ma réflexion avec peut-être d'autres informations que j'aurais potentiellement loupées. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La suite de ma chaîne va être un petit peu différente, vous verrez. Je vous réserve une espèce de révolution sur ma chaîne qui va rester toujours dans les mêmes thèmes, mais avec, comme je l'ai dit, un point de vue un petit peu différent. Donc je me réjouis de reprendre ça avec vous à partir de la semaine prochaine. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt.